Bonjour à vous et bienvenue dans le 160e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de L'ennemi du genre humain, titre du premier tome de L'ombre des lumières que l'on doit au scénario d'Alain Hérol, au dessin de Richard Guérino et c'est édité chez Delcourt. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Bella Lugosi du duo Philippe Thirault au scénario et Marion Mousse au dessin, un titre qui prend place dans la passionnante collection 9,5 des éditions Glénat. Je vous parlerai ensuite d'Inoubliable, album que l'on doit à Fabien Toulmé et aux éditions Dupuis. Ensuite, j'aborderai la sortie du 4e tome de Saint-Elme, un épisode baptisé L'œil dans le dos, pour une série que l'on doit au scénario de Serge Lehmann, au dessin de Frédéric Peters et c'est édité chez Delcourt. Nouvelle série sortie en librairie, je vous parlerai du premier tome de Voleurs de feu, l'histoire de la vie d'Arthur Rimbaud que l'on doit à Damien Cuvillier et aux éditions Futuropolis. Toujours au rayon des séries, avec un 6e tome baptisé Eugène, je vous parlerai du dernier épisode de RIP, la série que l'on doit au scénario de Goetz, au dessin de Julien Monnier et qui est édité chez Petit à Petit. Comme toujours, nous refermerons cet épisode avec une réédition, celle d'Urgence climatique, titre sorti chez Casterman que l'on doit au scénario d'Ivar Eklund et au dessin d'Étienne Lecroire, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est au XVIIIe siècle que je vous propose de vous emmener pour le gros coup de cœur de cet épisode, un album que l'on va être nombreux à apprécier et à mettre en avant au vu de la qualité de celui-ci. D'ailleurs, je dis un album, je devrais plutôt parler de série, même si celle-ci s'annonce courte, puisque 3 tomes sont prévus au rythme d'un par an, on aura la chance de prolonger cette aventure au moins à 2 reprises. L'ennemi du genre humain est donc le titre de ce premier tome de L'ombre des lumières, titre au masculin qui tient à définir celui qui sera le héros, ou plutôt l'anti-héros de cette nouvelle trilogie. Il s'appelle Justin Fleury de Saint-Sauveur et ce nom, qui peut être rassurant à première vue, cache en réalité l'un des plus beaux salopards que la bande dessinée moderne nous ait donné à voir, un salopard dont on se délecte tout de même de suivre les aventures. Dans ce siècle des Lumières, qui aboutira comme vous le savez à la Révolution française, les connaissances et la naissance d'une empathie pour tout le genre humain ne sont vraiment pas ceux qui préoccupent notre héros du jour. On le découvre d'ailleurs dès les premières pages de cet album, indirectement, car vous le verrez, en vous plongeant dans ce titre, cet album joue sur une sorte de double narration qui demande une lecture attentive. Ainsi sont ici mélangés des extraits d'une correspondance, retrouvée dans un secrétaire aux multiples tiroirs, les dialogues des personnages, mais aussi le dessin qui vient parfois désavouer ce que l'on peut lire. C'est de cette façon que l'on fait connaissance avec tous les protagonistes de cette histoire, des protagonistes dont les tempéraments se révèlent à nous au fur et à mesure qu'on les voit évoluer, des protagonistes qui vont jouer chacun leur partition. C'est ainsi que l'on découvre Saint-Sauveur, lui qui fait une cour plus qu'appuyée à la belle et douce Madame de Clairfont, elle qui s'est promis de rester fidèle à un mari absent mais très amoureux de sa femme.
Un peu à la manière d'un Choderlos de Laclos, avec ses liaisons dangereuses, ce sont les échanges épistolaires qui se succèdent qui permettent de voir évoluer cette intrigue, avec toute cette dose de machiavélisme qui caractérise le personnage de Saint-Sauveur et son entourage. N'ayant aucune envie de déflorer cette première intrigue, sachez que cette partie de récit donne une idée de toute l'inventivité dont peut faire preuve Saint-Sauveur pour obtenir ce qu'il veut, posant par là même ce personnage que l'on continue de découvrir tout au long des 72 pages de ce tome. Mais Saint-Sauveur n'est pas le seul dans cette aventure à faire preuve d'une grande cruauté. La baronne de Féranville n'est par exemple pas en reste, elle qui se sert de son acolyte pour assouvir ses envies de vengeance impitoyables. Mais dans cette France qui est en train de changer, la fortune se montre parfois capricieuse et peut elle aussi changer de camp. C'est ainsi que Saint-Sauveur se retrouvera contraint par les événements. J'ai hâte maintenant de découvrir la suite de son périple loin du continent. Si le scénario que nous a concocté Alain Hérol est passionnant et ne manque pas de rebondissements, cette bande dessinée est aussi portée par le très beau dessin de Richard Guérinaud que le grand format de cet album sublime. Si Hérol a mis quelques années pour aboutir à cette histoire, on ne peut que se réjouir de son degré de sophistication et son ancrage historique, comme il avait su si bien le faire avec Les Indes Fourbes, sorti en 2019. Le dessin aéré, précis, gracieux et somptueux de Richard Guérinaud permet de goûter de la meilleure des façons à ce scénario à tiroir, un dessin qui permet de facilement s'y retrouver malgré la relative complexité de l'histoire. En librairie, il sera d'ailleurs possible d'opter pour la version couleur de cette bande dessinée, les couleurs sont ici magnifiques et apportent vraiment du relief au dessin, ou une version en noir et blanc un peu plus chère. Vous aurez compris qu'en ce qui me concerne, ce premier projet commun du tandem Guérinaud-Hérol m'a plus que séduit. De l'objet, en passant par le scénario et le dessin, tout donne envie d'avoir rapidement la suite des aventures de Saint-Sauveur entre les mains. Ce sont les éditions Delcourt qui publient ce très bon premier tome, un titre que l'on peut retrouver en librairie depuis le 13 septembre dernier pour une série qui, comme vous l'aurez compris, m'a fait une forte impression. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums qui viennent de sortir en librairie ces dernières semaines. Commençons cette revue des sorties par un album qui vient prendre place dans la collection 9,5 des éditions Glénat, cette collection qui met en avant des acteurs et réalisateurs que la mémoire collective a retenus. Né Bella Blasco en 1882 dans la petite ville de Lugos, alors hongroise, il restera à la postérité sous le nom de Bela Lugosi, empruntant alors à son lieu de naissance ce nom que le cinéma hollywoodien retiendra longtemps. Après Corinne Chadmi, qui avait consacré un album à cet acteur, paru chez La Boîte à Bulles en 2021, c'est le duo Philippe Thiraud au scénario et Marion Mousse au dessin qui revisite avec ce nouveau venu en librairie ce personnage mythique. On peut d'ailleurs parler ici de personnage car avec beaucoup d'habileté, Bela Lugosi aimait réécrire sa propre légende et il peut dès lors être compliqué de savoir faire la part de vérité quand on parle de cet acteur. Pour essayer de tirer le fil de cette vie sous les feux des projecteurs, l'album met en place un dispositif où c'est l'ancienne femme et secrétaire de Lugosi, une certaine Liliane, qui raconte l'existence du comédien à celui qui se présente comme son plus grand fan, Danny Sheffield, et dès lors au lecteur aussi. C'est une vie qui démarre très tôt sur les planches. Il faut dire que le charisme et la voix de celui que l'on appelle alors Bela Lugosi se fait assez vite remarquer, un charisme qui fait aussi du comédien un charmeur de première. Les pièces de théâtre se succèdent pour lui, dont certains classiques, aussi rapidement que les femmes dans son lit. La carrière de Bela semble alors bien lancée et le succès est au rendez-vous. Héros durant la Première Guerre mondiale, engagé dans le syndicalisme en Hongrie, Lugosi doit fuir son pays lorsque le communisme s'effondre dans celui-ci. C'est alors qu'il traverse l'Atlantique
pour lancer sa carrière aux États-Unis. Bien qu'il ne daigne pas apprendre la langue anglaise, sa prestance et son physique lui valent d'être régulièrement embauché dans des rôles stéréotypés qui l'enferment lentement mais sûrement dans un type de personnage. C'est bien entendu son rôle de Dracula qui lui vaudra de rester à la postérité, lui permettant d'asseoir sa notoriété du côté d'Hollywood, faisant de lui un acteur qui compte, mais qui n'est pas irremplaçable. Flambeur et peu économe, c'est paradoxalement une époque où les rôles viennent à manquer, son corps quant à lui commence à le lâcher et l'ancien playboy commence à perdre alors de sa superbe. C'est ce destin que le duo d'auteurs raconte ici, au sein des 144 pages de cet album, que le noir et blanc intense et profond de Marion Mousse fait revivre à merveille. Contrastant ces noirs avec un gris sombre, il apporte cette noirceur nécessaire qui rend hommage à ce personnage que la mémoire collective a retenu pour ses rôles monstrueux. Le scénario de Philippe Thiroux permet aussi de retrouver les grandes étapes de la vie de cet artiste, respectant le déroulé chronologique de cette existence qui défile alors sous nos yeux. La belle couverture, tout en clair-obscur, surmontée du nom Bela Lugosi en lettres de sang, est une belle première approche pour le lecteur, un album que j'ai pris plaisir à lire et que je vous recommande vivement. Ce sont maintenant 6 petites histoires, 6 courts récits dans lesquels je vous propose de plonger en découvrant Inoubliable, nouvel album de Fabien Toulmé qui inaugure par là même une collaboration plus étroite avec les éditions Dupuis. Dans un album au format moyen, avec ce style graphique si caractéristique, Fabien Toulmé prend le temps de nous raconter 6 tranches de vie qui ont eu un impact considérable sur celles et ceux qui les ont vécues. Depuis quelques années déjà, l'auteur orléanais s'est fait une spécialité de mettre en avant des destinées humaines dans ses histoires, que ce soit celle des autres avec l'Odyssée d'Hakim ou encore sa propre histoire avec Ce n'est pas toi que j'attendais. Le principe ici est simple, il laisse la parole à des hommes et des femmes qui vont raconter un moment de leur vie rendu inoubliable par l'importance qu'il va avoir dans leur existence. C'est par exemple le cas d'Émilie qui ouvre l'album, elle qui précise avoir changé de prénom pour raconter son histoire, une histoire qui l'entraîne, ainsi que sa mère et son frère, dans une secte après le décès de son père quand elle était enfant. En une bonne vingtaine de pages, on découvre comment sa mère s'est laissée embrigader, le processus qui va permettre d'isoler la famille et surtout comment elle a fait pour s'éloigner de la secte quelques années plus tard. C'est ensuite Béatrice qui prend la parole pour nous raconter l'histoire singulière de ses 2 parents et la façon avec laquelle ils ont fini par se mettre en couple. Vient ensuite l'histoire plus dérangeante de Marie, elle qui a été agressée sexuellement par un ami, resté dormir chez elle, elle qui mettra un long moment avant de se reconstruire et se débarrasser de ce fardeau. Ainsi, les histoires alternent entre des moments tendres ou légers et des histoires plus dures, mais toutes savent mettre en avant cette humanité que tente de raconter Toulmé dans ce qu'elle a de plus beau ou de plus laid. C'est là tout le projet de cet auteur, montrer la complexité d'un monde dont tout l'intérêt repose sur les parcours de vie singuliers de ses habitants. De ce point de vue, l'histoire qui termine l'ouvrage en est l'une des plus éloquentes. Ancien délinquant, on découvre le parcours de Grégory qui va devenir élu municipal pour rendre à la société ce qu'il lui a pris. Comme toujours, ces récits sont portés par ce dessin simple et efficace, dessin qui sait mettre en avant les émotions et qui est toujours un support de premier choix à la narration de son auteur. Véritable marque de fabrique, chaque histoire se déploie dans une mise en couleur qui n'excède pas les 3 teintes pour un résultat que j'ai trouvé très agréable à parcourir, comme à chaque fois qu'il s'agit de cet auteur. Sorti en librairie le 15 septembre dernier, l'album se parcourt d'un trait, même s'il comporte plusieurs récits, tant il est captivant, et vous l'aurez certainement compris, c'est encore un gros coup de cœur pour moi. Série dense non seulement par un scénario où les intrigues se multiplient, Saint-Elme se distingue aussi par ce dessin hypnotique qui participe grandement au plaisir de la suivre d'un tome à l'autre, et voilà justement que le 4e est disponible en librairie.
Le nouveau venu s'appelle l'œil dans le dos et il propose une fois de plus de poser ses valises dans la fameuse ville thermale de Saint-Elme, lieu où règne la famille Saxe, dont le patriarche va passer de vie à trépas dans ce 4e et avant-dernier tome. Au moment où doit se concrétiser le projet d'une vie, le programme Saint-Elme 2.0, Roland Saxe a fait une mauvaise chute, faisant de son enterrement un moment central de l'intrigue du nouveau venu en librairie. Dans le même temps, Grégor Mazur, en personne, a débarqué dans la ville, envahi par les grenouilles. Lui et ses hommes comptent bien faire en sorte que la passation de pouvoir avec ses petits-enfants se passe le mieux possible. C'est que la famille Saxe a la main sur la ville et les projets ne doivent souffrir d'aucun soubresaut, bien que les grains de sable qui essayent d'enrayer la machine se multiplient, comme la présence des détectives Sangaré dont Franck est toujours convalescent. C'est que dans cet avant-dernier épisode, il semble que tous les acteurs soient maintenant présents du côté de Saint-Elme pour donner lieu à l'épisode final prévu pour le début de l'an prochain. De leur côté, le couple Roman et Paco, à la recherche d'un logement isolé où pourrait s'installer le père de Roman, va tomber sur une mystérieuse jeune fille nommée Cathier en arrivant dans l'ancien chalet isolé de Simon Lyre, l'ami de Paco. Avec son tatouage dans le dos et son calme relatif malgré sa situation, la jeune fille semble attendre quelque chose ou bien quelqu'un qui pourrait bien être la clé d'un certain nombre de mystères liés à cette ville. C'est alors que ressurgit cette scène qui remonte en mémoire du derviche en allant rendre visite à Kémy sur son lit d'hôpital, lui le dernier rescapé du massacre à la ferme de la Vache Brûlée que l'on découvre dès le début de l'histoire. Bien que les intrigues se multiplient, tout commence à prendre sens et se lier l'un à l'autre, rendant finalement l'histoire assez simple à suivre. Un rappel des faits est d'ailleurs présent en début d'album, permettant ainsi de bien comprendre ce scénario riche mis en place par un Serge Lehmann très inspiré. Comme je le disais d'entrée, le dessin de Frédéric Peters est toujours aussi hypnotique, avec ses couleurs saturées qui donnent beaucoup de caractère et d'originalité à cette série. Il campe parfaitement bien les différents personnages de cette saga en 5 tomes que publient les éditions Delcourt, une saga qui touche à sa fin et dont on a hâte de découvrir le dénouement. C'est aussi une série promise en 5 tomes que je vous propose maintenant de découvrir avec Voleurs de Feu, nouveau projet ambitieux que l'on doit à Damien Cuvillier, une série qui prend place chez les éditions Futuropolis. Sous-titré Une vie d'Arthur Rimbaud, vous aurez certainement compris que c'est à l'éternel poète adolescent que s'attaque l'auteur Picard, un projet qui tient toutes ses promesses dès ce premier tome. Respectant la chronologie de la vie du poète, c'est donc un premier tome qui permet de découvrir un Rimbaud enfant et adolescent, une première approche qui permet aussi de comprendre de où lui vient cette soif de liberté et ce génie. C'est dans la ville de Charleville-Mézières que naît et grandit Arthur Rimbaud, lui qui emboîte le pas de son frère Frédéric et qui aura aussi 2 petites sœurs évoquées plus discrètement dans cet album. Son père, capitaine d'infanterie et féru de culture arabe depuis sa campagne d'Algérie, est le grand absent dans cette famille, c'est alors la mère, Vitalie, qui va mener sa petite troupe à la baguette, car ça ne rigole pas dans la famille Rimbaud. Il faut dire que cette famille bourgeoise de province possède des terres, et si la mère veut que le travail au champ soit bien fait, elle doit absolument savoir se faire respecter. C'est de la même manière qu'elle se comportera avec ses enfants, bridant par là même le jeune Arthur qui, très jeune déjà, laisse gambader ses yeux et son esprit à la recherche de liberté et de repères. C'est finalement dans la littérature qu'il va la trouver, mais aussi dans la poésie, lui le brillant élève dont les instituteurs louent les aptitudes, lui qui commence très jeune à écrire ses propres textes et à les publier. C'est en partant d'un travail rigoureux sur la biographie de Rimbaud que Damien Cuvillier, au scénario comme au dessin, a bâti son nouveau récit, une histoire dont il comble les failles par son imagination pour offrir au final un récit captivant et prenant, tenant sur 104 pages. Graphiquement, on retrouve son style très pictural, réaliste, rehaussé par ses superbes aquarelles qui permettent non seulement de prendre plaisir à lire l'histoire, mais aussi juste à se régaler avec les yeux. Prometteuse, cette série s'attardera aussi sur le Rimbaud poète, que la fin de ce premier chapitre introduit, mais aussi la relation avec Verlaine, ou encore le Rimbaud voyageur et commerçant à la fin de sa vie. Autant vous dire que je vais attendre chaque album avec une certaine impatience, et j'espère que tout comme moi, vous prendrez plaisir à redécouvrir cet artiste incontournable sous les pinceaux de Damien Cuvillier.
Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, même quand ce sont de bonnes choses qui nous viennent d'univers sordides et morbides dans lesquels on n'oserait jamais s'aventurer de notre plein gré. D'ailleurs, Eugène, 6e personnage de la série RIP, en vedette dans ce dernier album, n'y est pas allé de son plein gré dans ce métier qui fait de la mort le lot du quotidien. Sous-titré « Toutes les bonnes choses ont une fin », ce 6e et dernier tome vient nous prouver que l'on peut avoir une série qui tient sur plusieurs épisodes sans jamais perdre en intensité. Rien que pour cela, on peut tirer un sacré coup de chapeau au duo Getz au scénario et Julien Monnier au dessin. Pour rappel, RIP est une série audacieuse qui entraîne le lecteur en compagnie d'une société chargée de faire le ménage dans des endroits où sont décédées des personnes après que la police et les services de santé soient venus constater le décès, mener les enquêtes et récupérer les morts. Composé de plusieurs personnages que l'on découvre au fil des albums, puisque chaque titre est consacré à une figure en particulier, le lecteur est entraîné dans une sordide histoire de vol ponctuée de quelques cadavres. Pour découvrir tous les tenants et aboutissants de ce sordide trafic, le dernier tome répond à toutes les questions et dissipe toutes les zones d'ombre qui planent encore sur cette drôle d'équipe dont le personnage de Gênes vient clore l'aventure. Lui, c'est le gros bras, tatoué, portant le catogan et le Marcel blanc en toutes circonstances, lui qui nous observe d'un regard menaçant sur la couverture du nouveau venu en librairie. Pour autant, avant d'être un gros dur, on découvre les failles de ce personnage, des failles qui apparaissent dès l'enfance avec un père qui le bat et qui se poursuivront durant son séjour en prison. C'est là qu'il va apprendre à s'endurcir et conforter un racisme profond qu'il a en lui et qu'il n'hésite jamais à exprimer dès que l'occasion se présente. C'est donc encore un personnage haut en couleur que ce dernier tome met en scène, un personnage qui se présente aussi comme la dernière pièce d'un puzzle dont on peut contempler l'ensemble une fois la dernière page tournée. Finement mené, le scénario de Getz fonctionne jusqu'au bout, de même que le dessin de son compère Julien Monnier, qui sert à merveille cette histoire sordide avec ses couleurs sombres et ce trait si dynamique. Arrivé en septembre 2018 chez l'éditeur Petit à Petit, le premier tome était déjà captivant et plein de promesses, et tout cela ne s'est jamais démenti au cours des 5 années qui ont suivi. Dès lors, vous pouvez choisir de lire la série dans son intégralité, si vous ne la connaissez pas encore, et pour les amateurs de cet univers, sachez qu'un jeu de société fraîchement sorti dans le commerce vous permet de poursuivre l'aventure RIP avec ses personnages si singuliers. Comme pour chaque épisode, nous concluons en donnant de la place à un ouvrage de retour en librairie sous la forme d'une intégrale ou d'une réédition, et pour cet épisode, nous voulions revenir sur Urgence climatique, un titre qui fait écho avec l'activité climatique que l'on a connue cet été. C'est en avril 2021 qu'est arrivé en librairie une première fois cet album, dont le titre est sans ambiguïté, sur le discours que l'on retrouvera dans cet ouvrage, un album sous-titré « Il est encore temps ». C'est qu'ici, le duo d'amis Ivar Eklund au scénario et Étienne Lecroix au dessin nous parlent des conséquences, mais aussi des causes du réchauffement climatique et de l'impact qu'il a non seulement sur les hommes, mais sur le vivant de manière plus générale. C'est d'ailleurs dans un contexte de pandémie au Covid-19 que les deux ont travaillé sur cet ouvrage, un contexte qui revient plusieurs fois dans le livre comme un révélateur du discours qui est tenu ici. Car pour qui ne le savait pas encore, le duo le rappelle à plusieurs reprises, l'être humain n'est qu'un maillon parmi d'autres de la biodiversité, un maillon qui est apparu finalement assez récemment à l'échelle de la planète et qui a imposé sa loi par la force. Encore une fois, au regard du dérèglement climatique qui s'est accéléré et dont les conséquences ont été manifestes cet été encore, il n'est pas du tout inutile que Casterman ait eu la bonne idée de rééditer ce titre qui nous rappelle combien il est urgent de modifier notre comportement avec la planète. Pour éviter de rendre le discours trop étouffant, le lecteur n'est pas ici noyé par les chiffres, mais il est accompagné dans des démonstrations que propose le duo qui se met en scène dans cet album. Le dessin d'Étienne Lecroix ne manque pas non plus d'humour, son trait caricatural et son dessin doux permettent de passer un bon moment de lecture en apprenant tout un tas de choses passionnantes. Vulgarisant certains propos scientifiques, sans jamais les dénaturer, on comprend facilement quel est le lien qui nous relie au reste du vivant et de quelle manière notre activité intensive détruit jour après jour cette planète qui est aussi notre maison. Pour le duo, un responsable est tout désigné, l'avidité des hommes que symbolise le capitalisme, cette doctrine qui veut que l'homme fasse du profit avec ce qui lui est précieux, tant pis pour le long terme, du moment que le court terme soit rémunérateur.
Alors bien entendu, certaines personnes se montreront en désaccord avec les propos tenus dans cet ouvrage, toujours est-il que cette démonstration implacable se vérifie au quotidien, nous poussant par là même à changer notre rapport au monde. Vous aurez compris qu'en plus de le trouver passionnant, je trouve cet ouvrage nécessaire, une lecture éclairante et salutaire qui donne de l'espoir, à condition que l'on veuille prendre conscience du problème si on veut un jour réussir à le résoudre. Ainsi se termine ce 160e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au premier tome de la série L'Ombre des Lumières, un tome baptisé L'ennemi du genre humain, que l'on doit au scénario d'Alain Hérol, au dessin de Richard Guérinaud, et c'est édité chez Delcourt. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 18 octobre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.